j'ai pensé à ce séminaire samedi, j'étais à une soirée chez des amis, et puis il y a un ami qui vient vers moi, et puis je le trouvais un peu triste. Il m'explique qu'il a perdu sa grand-mère. Désolé Christophe, je reste dans le thème. Il venait de perdre sa grand-mère de 106 ans. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'à la dernière réunion de famille, ils lui ont posé la question de savoir qu'est-ce qui, dans toute son histoire et dans toute sa vie, avait réellement eu le plus fort impact. Donc on peut s'imaginer, 106 ans, on remonte au début du XXe siècle. Les guerres mondiales. Les guerres mondiales, le nazisme, la libération de la femme, les congés payés, les hôpitaux. Et sa réponse, c'était « Ma vie a changé quand on a eu l'électricité à la maison ». On a tendance à l'oublier, parce qu'on considère que c'est un acquis, tout le monde ici dans cette salle a accès à l'électricité. Sachez que dans le monde, vous n'avez peut-être pas les chiffres, mais il y a 1 milliard de personnes sur les 7 milliards et quelques qui constituent la population mondiale. Il y a 1 milliard de personnes qui n'ont aucun accès à l'électricité et à quelque forme d'énergie que ce soit. Si on étend ça aux gens qui ont accès à une énergie très rudimentaire, typiquement qui s'éclaire avec une lampe à pétrole, lampe à kérosène ou des bougies, c'est 3 milliards de personnes. Quasiment la moitié de la population mondiale. Si vous étiez représentatif de cette population, la moitié d'entre vous rentrerait ce soir à la maison et s'éclairerait à la bougie. Et donc au tout début de notre programme Accès à l'énergie, il y a déjà 12 ans, moi ça fait seulement 5 ans que je suis dans cette équipe, mais l'histoire de l'équipe fait partie de notre motivation et de notre engagement. On s'est dit, après avoir visité plusieurs villages en Afrique, finalement, les gens qui s'éclairent à la bougie, en moyenne, c'est 4 à 8 bougies par jour, 2 centimes de dollars la bougie. Au bout de 4 mois, ils peuvent se payer ça. Ça, c'est une lanterne solaire qu'on a développée justement dans le cadre de ce programme et qui a 2 fonctions principales. Christophe parlait tout à l'heure de notre compagnie Anthem depuis 10 ans, qui est que l'accès à l'électricité propre et aux ressources et au digital est un droit humain fondamental. Ça, c'en est l'illustration, puisque vous avez, avec ce produit, un point lumineux avec le petit panneau solaire qui est livré, qui peut charger la batterie qui est à l'intérieur. Et vous avez une prise USB qui permet aux gens de recharger leur téléphone portable. Parce que bien souvent, quand on regarde l'Afrique, par exemple, 50% des Africains n'ont pas accès à l'électricité. Par contre, ils ont tous un téléphone portable, souvent deuxième, troisième main. Intéressant d'ailleurs, parce que c'est deuxième, troisième vie pour ces produits qu'on utilise chez nous en Europe. Et donc, ça représente pour les familles, donc cette lampe-là, on la vend aux Nations Unies, $20 en prix unitaire. Donc, la famille africaine qui s'éclaire à la bougie, en 4 mois, elle va dépenser $20. Et puis, les 4 mois suivants, encore $20 et encore $20. Si vous chargez et déchargez complètement ce produit et que vous attendez sa fin de vie, ça peut durer 5 ans. C'est-à-dire que la famille africaine qui dépense 2 centimes de dollars pour s'éclairer le soir par bougie, et finalement, c'est comme si elle avait l'énergie gratuite à partir des 4 mois jusqu'à la fin de la durée de vie du produit qui est 5 ans. Donc il y a un vrai business model, une vraie économie. Et puis surtout, il y a un impact carbone qui est énorme. Sur ces 5 ans, les lampes à pétrole ou les bougies, ça représente 120 kg de CO2 par an et par famille. C'est-à-dire, sur la durée de vie de ce produit, chaque fois que je vends une lanterne comme ça, c'est 600 kg de CO2 économisés sur la durée de vie du produit. Ok, mais je vois, c'est tout en plastique, là. C'est pas génial, quand même. Non, vous êtes d'accord, hein. En plus, ça a du colorant bleu. En plus, il n'est pas acheteur. Enfin. Alors, merci Marc pour les questions. Bon, on le vire, hein, on est d'accord. Alors, c'est là que je vais aller vers l'exemple. Alors, je remercie Laurence qui m'a demandé de participer à ce panel et présenter cette expérience de façon concrète et pragmatique. Comment on a développé notre partenariat avec les Nations Unies pour équiper l'ensemble des camps de réfugiés dans le monde de ce type d'équipement. J'étais il y a 4-5 ans en réunion à Genève pour discuter avec eux des programmes d'énergie efficiency, etc. Et puis au milieu de la réunion, on a un de leurs ingénieurs énergéticiens qui débarque et qui dit voilà, je reviens de 2 mois de mission, j'ai visité 10 camps, et c'est une catastrophe. On a des lampes solaires comme ça dans tous les camps, mais elles durent 1 mois. Vous imaginez le désastre à la fois financier, parce que les Nations Unies sont financées par les gouvernements, par des sociétés privées,
donc de l'argent mal utilisé. L'impact environnemental, avec les produits qui du coup restent, etc. Donc on a travaillé avec eux sur un plan d'action de fonds qui consistait simplement à ce qu'on centralise les achats pour tous ces types d'équipements, qu'on modifie les cahiers des charges techniques pour s'assurer que les produits durent bien dans des conditions qui sont quand même difficiles, puisque souvent ces camps de réfugiés sont dans des zones isolées, des climats très compliqués. Donc c'est ça qui nous a permis de démarrer le partenariat. Depuis, on en a livré 600 000, donc 600 000 familles aujourd'hui bénéficient de ce type de produits. Et puis il y a un peu plus de 2 ans, ils nous ont invités, donc les acheteurs des Nations Unies nous ont invités à une réunion où ils ont expliqué qu'ils sentaient que leurs bailleurs de fonds, de plus en plus, allaient leur mettre la pression pour qu'ils utilisent des matériaux recyclables, et notamment le plastique. Tout ce qui est batterie, des batteries remplaçables, et puis s'occuper de la deuxième vie des produits. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'en fait, ce produit qu'on vient de sortir, qui ressemble en tout point à la précédente version, on a réussi, grâce à tout le relationnel qu'on a développé avec notre réseau de fournisseurs, alors en Chine pour le coup, ce plastique bleu, c'est du plastique recyclé. Alors je vous passe les détails parce que l'histoire que je vous raconte, ça a l'air tout beau, tout gentil, mais à chaque fois qu'on fait une évolution sur le produit, je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de la couleur du plastique recyclé, c'est pas toujours la même, donc il y a des problématiques techniques qui se posent. Les prix étaient initialement plus élevés que le plastique originel. On a également intégré ici, vous le voyez, la possibilité de changer une batterie qui est pas alcaline mais au lithium. Et il va se créer des filières de batteries avec ces nouvelles technologies. Il y a fort à parier que dans 5 ans, et on a anticipé là-dessus, même en Afrique, on pourra trouver ce type de batterie sur les marchés locaux. Et puis, on est en train de travailler, on démarre une approche où, dans les camps de réfugiés, où des gens ont des lampes qui ne fonctionnent plus, on va former des réfugiés pour qu'ils puissent récupérer 2 lampes qui ne fonctionnent plus, en faire une qui fonctionne, et créer une économie locale. C'est-à-dire qu'à partir de ça, la petite structure qui va gérer, récupérer les lampes et les remettre sur le marché va pouvoir les vendre à un prix réduit, récupérer des revenus. Et ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup, évidemment, à l'ONU. Donc tout ça pour dire que c'est un travail d'équipe, parce qu'il faut avoir vraiment l'esprit terrain, pragmatique, simple, pour identifier les besoins clients qui évoluent dans le temps. Et ils vont de plus en plus faire tout ce qui est durable. Il faut pouvoir activer toutes les équipes en interne, mais notamment les acheteurs, et travailler main dans la main avec nos fournisseurs. Et au final, ça crée de la confiance, parce que je peux vous dire que grâce à cette histoire-là, notre partenariat avec les Nations Unies, ça l'a rendu beaucoup plus solide. Ouais, super. C'était super. Merci beaucoup. C'est intéressant de voir la dimension environnementale dans la conception, on est dans l'éco-conception, mais aussi la deuxième vie, la troisième vie et la création d'une microéconomie qui donne du sens, un peu de revenus à des gens qui sont, pour le cas, dans des situations extrêmement difficiles, dans des camps de réfugiés. Merci pour cet exemple. Vous avez parlé éco-conception, vous avez parlé économie circulaire. Si on fait ça, on y arrive. Est-ce qu'il manque des choses? Comment est-ce qu'on doit aller plus loin? Toujours dans notre problématique d'accélération. Par exemple, ce que vous faites là chez Schneider, c'est bien, on a une lampe, mais Schneider fait, c'est combien? 500 000 produits, c'était ça? Les 99 autres, là, ils sont toujours has-been, à l'ancienne. Comment on fait? Comment est-ce qu'on transforme et qu'on passe à l'échelle par rapport à ces exemples-là? Et chacun, je vous invite à prendre la parole. Alors, je peux répondre pour Schneider rapidement. En fait, ce genre d'initiative, on communique en interne dessus, ça génère de la motivation, ça fédère les équipes. Et je pense que c'est un point important, parce que le développement durable, on dit oui, ça a un coût, c'est difficile, nos concurrents chinois, ils n'ont pas ces contraintes, etc. En fait, ça mobilise les équipes, c'est la possibilité de réduire les coûts, parce qu'on fait du redesign, du co-design avec les fournisseurs. Et on a des initiatives, et je pense au territoire France, où actuellement, on a 3 initiatives pour les disjoncteurs basse tension, les ampoules à vide moyenne tension et les variateurs de vitesse, où en fait des usines qu'on a chez nous en France récupèrent des produits qui n'ont pas pu être mis dans nos services, dans nos réseaux de cœur de métier de vente, pour différentes raisons. Des recalls, ça peut être des problèmes qualité, un emballage qui est abîmé, du coup on ne peut pas vendre le produit. Ils sont rapatriés sur ces usines. Ces usines font du reconditionnement et du rétrofitting. Et on se rend compte qu'il y a un vrai marché.
Alors, il y a une bulle en ce moment qui est créée par le fait qu'avec la crise de l'Ukraine, le marché est très drivé par l'offre et pas par la demande, ce qui fait qu'on sent qu'il y a une vraie demande. On est capable, je vous donne juste un exemple, l'usine à Moiran qui rétrofit les disjoncteurs basse tension, on est capable de vendre les produits rétrofités au même prix que le neuf. On n'est pas sûr que ça va durer. Mais en tout cas, il y a un vrai business model derrière et ça nous permet de travailler sur ces 3 initiatives à développer une économie circulaire sur le marché français. On a l'ambition de le faire dans d'autres pays plus tard, mais ce genre d'initiative qui peut paraître anecdotique par rapport à la taille du groupe Schneider peut générer des vocations et montrer que c'est possible, on peut le faire. Économie circulaire chez L'Oréal, chez Air Liquide, c'est plus compliqué, non? Ça se fait?